Bonjour à tous, deuxième vidéo de la série sur la compréhension des paramètres de caméra et du bruit. Donc, dans cette deuxième vidéo, on va s'attarder sur la température de refroidissement des caméras. Sujet un peu débattu dans les forums, souvent mal compris. Donc, sujet qu'on aborde ici. Une troisième vidéo suivra où on parlera du temps d'exposition. Avant d'évaluer les imperfections des capteurs et leur impact sur nos photos, on va en deux mots expliquer c'est quoi ce qui génère l'image qu'on capte. Donc, la façon usuelle de le schématiser, c'est dans le silicium, dans les pixels, on a des électrons qui sont sur une bande qui est remplie, qui est à l'équilibre. Donc là, ils sont stables, ils sont bien placés. Et quand la lumière arrive sur le pixel, si la quantité de lumière reçue est suffisante pour passer à travers ce qu'on appelle un gap, un espace où en fait on passe ou on passe pas, il n'y a pas d'intermédiaire, je schématise un petit peu. Donc il faut que l'énergie qui est reçue soit suffisante pour faire bondir, on va dire, un électron sur la bande où est-ce qu'il peut se promener et être récupéré. Donc, une fois que cette énergie-là est reçue et qu'elle est suffisante, on a un électron qui va être éjecté, on va dire éjecté, transféré sur la bande de conduction. Et cet électron-là va pouvoir être capté et nous servir comme information pour dire il y a eu de la lumière à cet endroit-là. Le hic, c'est que ce que la lumière produit, la chaleur le produit de la même façon. Donc, pour l'électron, il a besoin de recevoir une certaine quantité d'énergie, mais l'origine de cette énergie, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit par radiation de chaleur, pour lui, c'est transparent, c'est peu importe. S'il reçoit son énergie, il va transférer de bande et il va venir se promener sur la bande de conduction. Et nos sensors, ils vont dire, tiens, il y a un électron, ça veut dire que moi, je vois ça comme il y a de la lumière. Et on sait que toutes les imperfections des caméras, tout se joue au fait qu'on a de l'échauffement et qu'il faut s'assurer de minimiser cet échauffement pour que sur notre image, il n'y ait pas de confusion entre l'information qui vient de photons captés versus l'excitation due à l'échauffement de l'environnement. On va maintenant passer en revue les différents types de bruit qui affectent nos images. Le terme de bruit, d'ailleurs, bon, c'est certain, il vient de l'acoustique et pourquoi il a été transposé à toutes les autres disciplines dès qu'il y a du parasitage sur la ligne, on va dire. C'est qu'à l'origine, effectivement, en acoustique, ce parasitage se transposait en ondes acoustiques, donc on entendait le bruit. Donc, il s'est imposé, le terme bruit s'est imposé pour cette raison-là, parce que c'est parti du temps du début de la téléphonie, de la radio, etc., où les imperfections s'entendaient. Et ce terme-là a été consacré par la suite dans toutes les disciplines. Donc, au niveau de l'imagerie, ce qu'on va avoir tout d'abord, c'est le bruit de motif fixe, qu'on voit parfois sur l'acronyme FPN pour Fixed Pattern Noise. La bonne nouvelle par rapport à celui-là, c'est qu'il est, il est intrinsèquement, il est systémique à la réponse des pixels, mais il est assez constant dans le temps. Le bruit de motif, c'est que chaque pixel ne donnera pas exactement la même réponse pour la même valeur d'illumination reçue. Et ça, on le corrige facilement maintenant avec les images de calibration comme les biais, d'une certaine façon, les dark frames, qui adressent aussi le bruit thermique, mais qui travaillent aussi un peu sur le pattern noise. Par ailleurs, les nouvelles caméras ont de moins en moins de bruit de motif fixe. Donc, on ne s'attardera pas plus sur ce sujet-là, plus savoir à quoi ça correspond. Ensuite, on a le bruit thermique. Et je vais faire un lien entre bruit thermique et le bruit relié à la pollution lumineuse. Ça va nous amener à déterminer quelles sont nos températures de refroidissement souhaitées. Il va y avoir un choix personnel à faire, mais au moins, vous aurez les éléments pour déterminer jusqu'à combien vous voulez descendre. Et après,
peut-être même dans une vidéo suivante, parce que celle-ci va quand même déjà s'étirer pas mal. On parlera de tout ce qui est bruit aléatoire, donc random noise. Ça inclut le bruit de lecture et le bruit de photon, donc le shot noise. Euh, donc ça, c'est deux éléments aussi qui vont aller ensemble. Donc tout d'abord, on va adresser le bruit thermique et le bruit de pollution lumineuse. Pour ce qui est du bruit thermique, donc le bruit thermique, comme son nom l'indique, va varier ou est fonction de la température. Comme on a expliqué il y a quelques minutes, pour le capteur, pour les électrons, que l'énergie d'excitation provienne d'un photon, ce qu'on recherche, ou d'une source de chaleur, pour eux, c'est la même chose et le résultat va être exactement le même. Il n'y a pas de différenciation, ils vont être comptés de la même façon. Donc maintenant, il faut voir, est-ce qu'on est capable d'estimer ou de déterminer comment évolue cet impact de la température en fonction, plutôt comment la température impacte-t-elle la production d'électrons parasites. La chance qu'on a, c'est que les manufacturiers, donc ici encore une fois, même source, la caméra 2600 mm, mais les mêmes graphiques sont disponibles pour quasiment toutes les caméras. Le manufacturier nous donne, en fonction de la température du sensor, combien d'électrons parasites sont produits. Donc on voit que quand la température monte, la quantité d'électrons parasites produits monte également. Mais si vous remarquez, un peu comme j'avais fait la remarque dans la vidéo précédente avec le QI quantique, le full well, l'échelle ici n'est pas linéaire. À chaque fois qu'on change d'un cran, la valeur double, c'est-à-dire qu'on passe de 12 à 24, mais pour passer au cran suivant, on ne passe pas de 12 à 24 à 36, on passe de 24 à 49, et là on double, on double, on double. Donc encore une fois, ici, on a une échelle logarithmique. Donc, si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, j'avais fait la démonstration avec le full well où, en échelle logarithmique, on avait une droite, mais quand on le rapporte en échelle linéaire et linéaire, on a une courbe qui est pas mal plus parlante pour voir où est l'impact et où est-ce que les chutes sont les plus drastiques. Ici, on a la même chose qui se produit. J'ai donc transformer l'échelle logarithmique en échelle linéaire, plutôt la log, semi-log logarithmique sur l'axe des Y et linéaire sur l'axe des X. L'axe des X. Ici, je l'ai passé en linéaire et on voit beaucoup plus clairement quel est l'impact de la température sur la production d'électrons parasites. Sur le graphique de droite, j'ai fait une petite modification. J'ai ajouté ici des annotations. On va pouvoir suivre. Donc, encore une fois, c'est les mêmes données, mais au lieu de les présenter en échelle log, on les met en linéaire sur les deux axes. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à 30 degrés, l'impact, on peut l'appeler significatif au niveau de la production d'électrons parasites. Mais dès qu'on chute de 5 degrés, on tombe littéralement à la moitié. Et quand on diminue encore de 5 degrés, on divise encore une fois par 2 la quantité d'électrons parasites produits, et ainsi de suite. Donc, on voit que sur les premiers degrés de refroidissement, l'impact est considérable, mais dès qu'on arrive déjà autour de 15 degrés, la courbe s'aplatit très rapidement et on a un gain marginal. Donc, peu importe déjà la relation entre la quantité d'électrons parasites thermiques et l'impact, par exemple, de la pollution lumineuse, on voit déjà clairement que en bas de 15 degrés, disons, on peut aller jusqu'à 10, mais entre 10 degrés et moins 20 degrés, et encore moins après, on voit qu'il y a quasiment plus d'impact du refroidissement sur la production d'électrons parasites. On est littéralement à une valeur constante. Donc, ce qui est important, c'est le refroidissement des températures qui sont au-dessus de 10 degrés. Et dès qu'on passe en dessous de 10 degrés, ça devient quasiment du luxe. Et on va voir justement l'impact de ça par rapport à la pollution thermique. Mais en soi, déjà là,
il faut réaliser que descendre en bas de 10 degrés, c'est relativement anecdotique en soi-même. Maintenant, deuxième question, comment se compare la production d'électrons parasites dus à l'échauffement thermique comparativement à l'impact des électrons indésirables reliés à la pollution lumineuse ambiante? Non. Comment est-ce que je détermine l'impact en électrons par seconde par pixel de la pollution lumineuse où je me trouve? Alors, par chance pour nous, les gens chez SharpCat ont développé un outil gratuit en ligne. Donc, l'adresse apparaît ici en haut, là. Et ça, c'est merveilleux pour pouvoir se faire un petit résumé des différents endroits où l'image et de nos différents équipements. Donc, tout d'abord, ce que je vous conseille, c'est de vous faire un listing pour chacun de vos équipements des paramètres de votre caméra et des télescopes avec lesquels vous les utilisez. Donc, je vais vous montrer, moi, ce que je me suis fait. Donc, je me suis fait la chose suivante. Il faut le faire, évidemment, pour chaque condition, mais on le fait une fois, puis on est tranquille pour un bon bout de temps. Donc là, mon exemple, j'ai pris, par exemple, pour ma 2600 mm, quand je me place en mono, donc, excusez-moi, c'est une caméra mono, et quand je me place en conditions sans filtre, qu'est-ce que ça me donne comme production d'électrons parasites causés par la pollution lumineuse? Donc, qu'est-ce que j'ai comme setup? J'ai pris ma caméra, donc cette caméra-là attachée à ma lentille Samyang 135 mm. Donc forcément, la taille du pixel va dépendre de ma caméra. Donc vous allez voir, c'est tout... tant que je suis en bin un par un, c'est-à-dire que je prends pixel par pixel et que je ne combine pas de pixels ensemble, ça me donne la taille native de mes pixels de 3,76 micromètres. Et pour mon SpaceCat, j'ai un f-ratio de 4,9. Pour l'Esprit, un f-ratio de 5,5, etc. Donc là, j'ai listé toutes mes combinaisons télescope, caméra. Et je sais que, par exemple, pour le Edge HD, quand j'ai fait mon tableau à l'époque, je l'utilisais principalement en bin 2 par 2. Donc là, j'ai ajusté ma taille de pixels. Une fois que vous avez fait ça, vous allez utiliser ces données-là dans le calculateur de SharpCat. SharpCat. Donc là, vous donne le choix. Pour la brightness du ciel, vous pouvez soit rentrer la valeur Bortle que vous connaissez, soit la magnitude si vous avez une valeur précise à l'endroit où vous faites votre imagerie. Il faut indiquer le f-ratio du télescope et, dans une certaine mesure, le plus près possible, la taille de votre caméra et son quantum efficiency. Donc là, je n'ai pas ajouté, mais comme on a vu, parce que j'en ai parlé plusieurs fois déjà, le quantum efficiency de cette caméra-là est de 91. On va se mettre dans la condition optimale. Donc, finalement, on rapporte ce que le manufacturier donne comme valeur. Et ça va nous donner, dans chacune des conditions, le nombre d'électrons parasites causés par la valeur ambiante. Donc, chez nous, à Blainville, on est à peu près, en tout cas, à ce moment-là, on était à 7,5. Sur l'échelle de Bortle, on est plus près de 8 maintenant, mais pour fin de l'exercice, comme on dit, on va se passer à 7,5. Je vais me mettre dans la condition, par exemple, de mon Esprit, un f-ratio de 5,5. Donc ici, j'ajuste 5,5. Ma caméra pixel, c'est 3,76, mais lui, il fonctionne par 5 centièmes au fur et à mesure. Ah, on est capable de l'ajuster. C'est le quantum efficiency, on ne pourra pas mettre 91, il va s'ajuster automatiquement à 90. Et on est en mono. Et je me suis placé en luminance, c'est-à-dire pas de filtre. Mais c'est pour donner surtout des ordres de grandeur. Donc là, dans ces conditions-là, ça nous donne 23 électrons par pixel par seconde. Donc,
c'est ce que j'ai ajouté ici. Donc, pour un ciel Bortle 7.5, pour cet équipement-là, j'ai 23 électrons par pixel par seconde qui sont générés à cause de la pollution atmosphérique de Blainville. Donc, on va retenir ce chiffre-là et on va faire un exemple basé sur ce chiffre-là. Voyons maintenant comment se comparent nos résultats de pollution lumineuse, donc le nombre d'électrons par pixel par seconde produit par la pollution lumineuse, comparativement à ce que l'on avait pour notre bruit thermique. Donc, on voit que pour ce sensor-là, le 2600, le bruit thermique évolue comme ceci, mais même à 30 degrés, la production d'électrons parasites qui sont dans la même unité, donc des électrons par seconde par pixel, elle est de 0,025. Et ici, on voit que ma pollution ambiante génère 23 électrons. Donc, on n'est vraiment pas déjà là sur la même ordre de grandeur. Ce que j'ai vu souvent passer, c'est que comme la génération d'électrons thermiques est facilement modulable par chauffage par refroidissement de la caméra, on va viser un pourcentage d'impact de la partie thermique pour un maximum de 10% du bruit total. Donc, on va accorder que le bruit thermique toléré soit au maximum de 10% de la valeur totale. Donc là, si on prend cette valeur-là, on est autour de 23, grosso modo. Donc, on va dire, on ne veut pas que notre bruit thermique contribue pour plus que 2,3 électrons. On voit qu'on en est loin, mais pour fixer très bien les esprits, j'ai fait la courbe suivante. C'est les mêmes données, j'ai juste changé l'échelle des Y pour pouvoir mettre les deux courbes sur le même graphique. Donc ici, on voit notre contribution de bruit thermique qui arrive jusqu'à la fameuse valeur de 0,125. Et ici, c'est la valeur non pas du bruit causé par la pollution lumineuse, mais c'est 10% de cette valeur-là. Vous vous souvenez, on avait 23, et là, j'ai mis le curseur, le seuil à 2,3. Donc, ce qu'on veut, c'est que la valeur bleue ne dépasse pas la ligne verte. Donc, finalement, ici, là, je pourrais même chauffer mon capteur et sa contribution resterait anecdotique, négligeable. Ça n'a aucun impact. Donc ça, c'est le cas extrême. Puis entre vous et moi, je pense que personne ne fait de la luminance à Laval, Montréal ou même sur la Rive-Nord, parce que ça donnerait absolument rien. Mais c'est pour donner un premier exemple extrême où, dans ce cas-là, autant chauffer, je veux dire, autant sauver sur notre bill d'électricité et ne pas démarrer le refroidissement de la caméra parce que ça a littéralement aucun impact. Donc ça, c'était le premier cas extrême, zone très polluée au niveau pollution lumineuse. On va maintenant regarder un deuxième scénario, qui est un scénario très usuel. On va se placer dans un ciel Bortle 3.5 et on va regarder qu'est-ce que ça donne avec un SCT, un Edge HD8 AF10 et voir combien on génère d'électrons dans ce ciel qui est de meilleure qualité. Donc ici, on se place à Bortle 3.5. Le F-ratio natif de ce télescope est 10 et on reste... Bon, en fait, on peut se placer dans le cas où on fait du bin 2 par 2, c'est-à-dire qu'on joint 4 pixels ensemble. Et là, on est à 7,52 avec toujours une efficacité quantique à 91%. Mais comme on va de 5 en 5 dans leur calculateur, on se met à 90 et on est toujours en monochrome.
Et on peut rester en luminance, ça serait, encore beaucoup plus drastique la chute, lorsqu'on se place en filtre, de couleur et encore bien moindre quand on se place en narrowband. On va commencer par se placer en luminance, parce que dans des ciels beaucoup plus beaux comme celui-là, on va faire de la luminance. Donc, c'est intéressant de savoir, qu'est-ce que ça va nous donner cette fois-ci comme ratio entre pollution lumineuse et bruit thermique. Donc ici, on voit que on a un chiffre beaucoup plus bas de 1,77 électrons par pixel par seconde. Donc c'est le chiffre que j'ai mis ici dans mon calculateur. Donc quand vous ferez votre calculateur, ben, vous avez votre tableau, puis vous pourrez vous en servir par la suite, à l'infini tant que les conditions ambiantes à l'endroit où vous allez ne changent pas. Donc on va retenir 1,7, 1,77, on aurait pu mettre 1,8 d'ailleurs, et on va refaire le même petit graphique pour voir maintenant est-ce qu'on aurait un intérêt à diminuer la température de notre sensor dans ces conditions-là. Donc dans ce deuxième cas, qu'est-ce que ça nous donne? Donc ici, j'ai ramené encore une fois notre courbe fournie par le fabricant pour le bruit thermique en fonction de la température. Comme on voit, j'ai modifié l'échelle parce que maintenant, avec des électrons parasites de pollution atmosphérique à 1,7, comme on va chercher un seuil à 10% du bruit total qui est aux alentours de 0,17, 0,18, on n'a plus besoin d'avoir une extension autant de l'échelle des Y. Donc on voit que quand on cherche à avoir une contribution maximum de 10% du bruit total qui est relatif ou qui incombe à l'excitation thermique des électrons, on n'a toujours pas besoin de refroidir notre caméra. Ça peut être surprenant la première fois qu'on voit ça. Euh, pour paraphraser un mathématicien célèbre, je dirais, je le vois, mais je ne le crois pas. Et pourtant, ben, c'est bien ça, les calculs sont exacts. Même dans un beau ciel à bordure de 3,5, la pollution lumineuse est encore bien supérieure à l'excitation parasitaire des électrons due au chauffage de la caméra, parce que là, on est à 1/10 de du parasitage lumineux. Et malgré ça, l'excitation thermique est encore en dessous de ce seuil de 10%. Donc, grosso modo, même quand il fait chaud l'été, le refroidissement du sensor est du luxe. Donc, moi aussi, la première fois, j'ai refait mes calculs plusieurs fois parce que je me disais, c'est surprenant. Mais non, c'est bel et bien ça. Donc, on va prendre un troisième cas. Troisième cas où on va se placer maintenant en filtre à bande mince et on va voir ce que ça donne. Troisième et dernier scénario que je vous propose, on va retourner dans notre ciel 3,5 sur l'échelle de Borto. On va rester sur notre télescope Edge HD avec un f-ratio de 10. On va se remettre avec nos pixels en beam 2 par 2, avec notre efficacité quantique qui est à 90% en monochrome. Mais cette fois-ci, comme on va essayer de capter du H-alpha, par exemple, on va se mettre en bande mince et on peut même se mettre en bande très mince. Comme dans mon cas, mes bandes sont autour de 3 nanomètres, même 2,8, mais rendu là, ça ne change plus rien. Donc, on va se mettre sur un chiffre assez de plus en plus commun, on va dire. Donc, du narrowband à 3 nanomètres. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne maintenant un, un taux de pollution dû à l'environnement, à la pollution lumineuse de 0,02. Donc, si on reprend toujours le même graphique, qu'est-ce qu'on voit cette fois-ci? Bingo,
on sait maintenant pourquoi les caméras ont des systèmes de refroidissement. Le résultat qu'on a trouvé pour la pollution de l'environnement lumineux, on l'a trouvé dans ces conditions-là pour le narrowband dans un Bordeaux 3.5 avec un SCT à 0,02 électrons par pixel par seconde. Donc, quand on se place dans les conditions où on veut que le bruit relié à la pollution lumineuse, plutôt que le bruit thermique ne corresponde qu'au maximum à 10% du bruit de la pollution lumineuse, notre bruit thermique ne doit pas dépasser 0,002. Et on voit maintenant que pour arriver à cette valeur-là, on doit se placer environ à une température de 0 degré. Donc, effectivement, dans ces conditions-là, l'été, on a un gain intéressant et une utilité à refroidir notre capteur pour être certain que le volet, le contributeur électron-parasite thermique soit négligeable par rapport à nos conditions lumineuses ambiantes et qu'on profite au maximum de notre condition de ciel. Dans ce cas-là, vous voyez même que si on disait, écoutez, on veut qu'il n'y ait pas plus d'interaction du volet thermique que du volet lumineux, et qu'on remontait notre courbe ici à 0,02, on voit que l'été, l'impact du thermique dans ces conditions-là, en narrowband, serait substantiel, parce que sur toute cette plage ici, jusqu'à la ligne de 0,02, ce serait notre contributeur thermique qui serait le plus important si on n'avait pas de refroidissement et que la température ambiante et en plus l'échauffement du capteur nous fait monter de température à 30 voire au-delà. Parce qu'il ne faut pas oublier là, que ça monte de façon exponentielle. Donc, si jamais on se rendait à 40, on pourrait tomber dans des valeurs de 0,2, 0,3. Et dans ce cas-là, c'est vraiment le contributeur thermique qui nous nuirait grandement et non plus la pollution ambiante. Donc là, on comprend maintenant pourquoi et on sait maintenant pourquoi on doit refroidir et jusqu'à combien on doit refroidir. Donc, vous voyez, quand on se place avec un SCT F10 en narrowband, qui est quand même un des cas pour l'astronomie amateur où on va avoir le moins de contribution donc de pollution environnementale, on voit qu'on est dans des chiffres comme celui-ci. Donc, c'est quoi l'intérêt de refroidir à moins 20, moins 25, moins 30? Il n'y en a aucun en fait. Donc, il n'y a quasiment aucun cas, sauf peut-être si vous allez au Chili ou des choses comme ça. Mais pour l'astronomie amateur en France, au Québec, il n'y a pas de situation où refroidir une caméra à moins 20, moins 30 a une utilité. Si vous me dites, pour moi, là, même si je vais gagner 1 millième de %, ça me fait plaisir, je suis content. Il n'y a pas de faute. Mais il faut juste être conscient qu'il n'y a pas d'intérêt. Si vous pensez que refroidir votre caméra dans ces conditions-là est important, vous faites erreur. À partir de 0 degré, il n'y a plus de gain. On va conclure cette vidéo sur cet élément-là avec un petit récapitulatif. Lorsqu'on est avec des télescopes à f-ratio bas, 4, 5, 6, dans des ciels de banlieue ou des ciels de ville, c'est clair, sans ambiguïté, que le refroidissement de la caméra est absolument inutile. Sa contribution est plus que négligeable, elle est dérisoire, nulle, mettez l'adjectif que vous voulez. Le trait vert est 1/10 du contributeur pollution lumineuse, et on voit qu'on est même pas proche. Quand on passe avec un télescope à f10 en luminance toujours dans un ciel beaucoup plus sombre, beaucoup moins pollué, on
on commence à se poser la question: «Est-ce qu'il y a un intérêt?» Et on voit qu'en fait non, toujours pas. On est encore bien en dessous, même à haute température, du contributeur ou de la partie du 10 de contribution du volet thermique au bruit total. Donc il y a toujours pas d'intérêt. Par contre, l'intérêt devient très marqué lorsqu'on passe en narrowband, donc un FO, F9, F10 ou plus, en narrowband dans un bon ciel. Là, c'est clair, il y a un intérêt vraiment très marqué à refroidir notre caméra. Ce qu'on voit, c'est que en dessous de zéro, il y a plus de gain ou un gain tellement marginal que c'est même pas la peine d'en parler. Donc si vous partez pour un 2 jours, 3 jours et que l'aspect, batterie est en plus un enjeu pour vous, ben, vous embêtez pas. Refaites vos calculs avec, vos propres équipements, mais on va dire que en dessous de 10 degrés, il y a quasiment plus d'intérêt et c'est certain qu'en dessous de zéro, vous n'aurez pas de gain. Donc, ça, au moins, ça donne conscience des différents contributeurs et ben, au mieux, ça va vous aider aussi dans vos sorties nomades, pour, peut-être mieux gérer votre équipement ou vous faire réaliser que pas besoin d'acheter une beaucoup plus grosse batterie. Celle que j'ai fait parfaitement la job pour autant que je l'utilise raisonnablement et voilà. Donc c'était vraiment le but de cette vidéo-ci. La prochaine va traiter du dernier volet qui est, quelles sont les durées optimales ou, quelles durées sont raisonnables pour mes expositions, toujours en fonction de mon environnement lumineux, en espérant que ça vous éclaircisse un peu le sujet et puis au plaisir de vous voir dans la prochaine vidéo. Bye.